Imaginez la scène. Un supporter de football atterrit à Houston pour le mondial, se fait enlacer par trois inconnus avant même le petit déjeuner, puis lit un titre affirmant que des agents fédéraux pourraient surveiller les portes des stades. Voilà l'histoire du mondial 2026 aux USA en ce moment. Elle est plus étrange que la version de conte qui circule. Pendant des années, beaucoup d'Européens se sont répété le même avertissement usé avant de prendre l'avion pour les USA. « Restez vigilants », disait-on. C'est une zone de guerre, des armes partout, des gangs à chaque coin de rue, des villes en ruine. Cette image venait des journaux télévisés de chaînes comme la BBC et CNN, assemblés avec les pires images. Puis des millions de fans sont arrivés pour le mondial, et un fait étrange s'est produit. Personne ne s'est fait tirer dessus. Personne ne s'est fait agresser. À la place, ils ont été enlacés par des inconnus, ont reçu des chips de maïs et de la salsa gratuite avant même d'ouvrir le menu, et ont été invités à prendre le petit déjeuner sur le bateau d'un inconnu parce qu'il avait vu leur vidéo en ligne la veille. Cette dernière scène est arrivée à un voyageur à Houston, et il a du mal à y croire. Un homme qu'il n'avait jamais rencontré lui a envoyé un message pour dire qu'il sortait en bateau le lendemain matin et lui demander s'il voulait venir. Pas de piège, pas d'argent, juste une invitation. Dans la majorité des pays, une telle générosité suscite la méfiance. Au Texas, c'est mardi. La nourriture démonte tous les clichés que les touristes avaient mis dans leurs valises. Un voyageur japonais est entré dans un restaurant mexicain en pensant commander puis attendre, et il a vu un panier de chips et un bol de salsa arriver sur la table avant qu'il ait prononcé un mot. Il a demandé au serveur ce qu'il devait. Le serveur a ri et lui a dit que cela venait avec la table. Là d'où il vient, l'hospitalité ressemble à une dette que l'on rembourse un jour avec intérêt. Au Texas, le cadeau arrive avant même que quelqu'un ait prouvé qu'il pouvait payer le dîner. Et puis, il y a le barbecue, que les habitants traitent moins comme un repas que comme un texte sacré. Poitrine de bœuf, fumée lentement au bois de chêne près d'une journée. Saucisses au jalapeno, travers de porc qui se détachent de l'os. Mac and cheese assez riche pour faire rougir un bistrot français. Un dégustateur européen a admis que le seul barbecue texan qu'il avait goûté était tout le meilleur barbecue de sa vie. Pendant ce temps, deux touristes ont fini par céder à la pression d'Internet et ont trempé des frites dans un milkshake au chocolat à 10 heures du matin, comme les habitants jurent qu'il faut le faire depuis que l'idée était née dans une chaîne de fast-food il y a des décennies. Leur verdict entre deux éclats de rire. Étonnamment, ridiculement bon. Rien de tout cela ne surprend ceux qui ont passé du temps dans les petites villes américaines. Là-bas, un inconnu peut s'arrêter sous une pluie battante et vous ramener chez vous sans demander d'argent pour l'essence. Un patron de salle de sport laisse entrer gratuitement un voyageur fauché parce qu'il aime son énergie. Une caissière veut savoir si votre journée a été difficile ou excellente. Un petit village du Kansas a même adopté discrètement toute une sélection nationale de passage, comme si c'était la sienne, parce que les joueurs semblaient loin de chez eux et un peu seuls. C'est cette version de l'Amérique que des millions de touristes du mondial publient maintenant cet été entre deux matchs, et elle ne ressemble en rien au pays dangereux et en plein effondrement décrit par la télévision européenne. Mais c'est ici que l'histoire se complique, car le même tournoi qui produit toutes ces vidéos réconfortantes se retrouve aussi au cœur de l'un des bras de fer politiques les plus confus que le football ait connu depuis des années. Le Mondial 2026 est co-organisé dans 11 villes des USA, avec des sites au Mexique et au Canada, de juin à la mi-juillet. C'est la plus grande édition de l'histoire du tournoi, élargie pour la première fois à 48 sélections nationales. Et presque dès l'instant où les USA ont obtenu les droits d'accueil, la compétition s'est retrouvée mêlée au retour de Donald Trump à la présidence. Trump a pleinement occupé la lumière. Il est monté sur scène lors du tirage au sort des groupes pour recevoir un trophée, et il a traité le tournoi presque comme une vitrine personnelle, selon des médias d'Europe. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, n'a pas découragé cette lecture. L'an dernier, Infantino a remis à Trump un prétendu prix de la paix, apparemment comme une forme de consolation, après que Trump n'a pas obtenu le prix Nobel de la paix qu'il convoitait.
Infantino a aussi porté une casquette de style électoral associée au mouvement trumpiste et rejoint un conseil lié à le gouvernement, des gestes qui, selon ses critiques, brouillent la frontière entre diriger un sport mondial et courtiser un chef d'État. Un éditorial a accusé sans détour la FIFA d'ouvrir une ère de trumpisme dans le sport, en soulignant que le Mexique et le Canada, les deux autres hôtes, sont à peine mentionnés tandis que Trump domine la couverture. Cette proximité attire de nouveau l'attention ce mois. De nouvelles déclarations financières montrent qu'Infantino a offert à Trump des billets pour le mondial des clubs de la FIFA de l'an dernier, d'une valeur d'environ 15 000 $, ce qui a alimenté les demandes d'enquête déjà portées par des eurodéputés autour de l'épisode du prix de la paix. Le point de friction majeur reste toutefois le contrôle de la migration. Des informations publiées ont révélé que le gouvernement Trump envisageait de placer des agents de l'ICE, la police fédérale de l'immigration, dans les stades du mondial dans le cadre du plan de sécurité. Le directeur par intérim de l'ICE a dit en février, devant une commission du Congrès, que des agents seraient présents pour des motifs de sécurité, sans préciser si cela signifiait contrôler des papiers ou mener des opérations d'arrestation. La Maison-Blanche est restée souvent silencieuse quand les journalistes demandaient des détails, et ce silence a fait beaucoup de dégâts. Au printemps, la pression était telle que la FIFA elle-même aurait envisagé de demander à Trump une suspension des opérations de l'ICE dans tout le pays pendant la durée du tournoi. Selon The Athletic puis le New York Times, Infantino aurait sérieusement envisagé de formuler cette demande. Au Sénat américain, des responsables ont exprimé ouvertement leur inquiétude face à des signaux contradictoires qui pourraient faire fuir les fans. Un sénateur l'a dit clairement, il craignait que les propos du président et les actions de son administration dissuadent des fans de football internationaux de venir aux matchs pour lesquels ils avaient déjà payé. Plus de 120 ONG de défense des immigrés n'ont pas attendu que la FIFA règle la question. Elles ont publié un avertissement commun destiné aux quelques 10 millions de touristes attendus dans les villes, prévenant que des personnes pourraient subir de graves violations de leurs droits sous la posture actuelle de le gouvernement. Au même moment, une vérification des faits s'est penchée sur des affirmations virales, selon lesquelles des milliers de fans annulaient leurs billets pour le mondial par peur de l'ICE. La FIFA l'a nié fermement, qualifiant la rumeur d'annulation massive de fausses informations. Des experts en droit de l'immigration interrogés ont jugé peu probable que l'ICE arrête des fans entrés légalement dans le pays, car ce serait un désastre d'image pour une administration qui veut présenter le tournoi comme un triomphe. Mais la même enquête a confirmé un fait bien réel. À Minneapolis, un agent de l'ICE avait abattu un citoyen américain de 37 ans plusieurs mois avant le début du tournoi, un incident qui a déclenché des manifestations et inquiété de nombreux touristes, quelles que soient les promesses officielles sur la sécurité des stades. En juin, au coup d'envoi, les responsables de l'intérieur tentèrent de calmer le jeu. La secrétaire à l'intérieur a dit à la télévision qu'il n'était pas prévu de grandes opérations de contrôle migratoire pendant les rencontres, en assurant que les agents fédéraux étaient là uniquement pour coordonner la sécurité, tandis que la police locale et celle des États géraient l'essentiel du travail auprès des foules. Cette mise au point n'est arrivée qu'après des informations sur un arbitre somalien de football à qui l'entrée dans le pays avait été refusée quelques jours avant qu'il ne doive officier au mondial. L'histoire s'est vite répandue dans les milieux du football et n'a pas apaisé les immigrés déjà tendus après une année de raids agressifs dans plusieurs villes hautes. Il reste aussi l'interdiction de voyager, qui n'est pas une rumeur, mais une politique documentée. Plus tôt dans l'année, le gouvernement a imposé une restriction plus large visant une liste de pays, et 4 pays concernés avaient des équipes pour ce mondial: l'Iran, Haïti, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Les joueurs, entraîneurs et membres essentiels des staffs ont obtenu des exemptions pour que les équipes puissent jouer, mais les fans ordinaires de ces pays sont restés dans le flou, sans le même accès. Les visas touristiques pour les courts séjours depuis la majorité des autres pays, eux, n'ont pas été affectés.
Un fan venant du Brésil ou de la majeure partie de l'Europe pouvait donc toujours réserver un vol et assister au match, sans trop de difficultés. La situation de l'Iran est devenue sa propre intrigue étrange. Les tensions entre Washington et Téhéran avaient fortement augmenté après des frappes militaires américaines contre des cibles iraniennes. Et pendant un temps, il a semblé que l'Iran pourrait être exclu du tournoi ou entraîné vers un boycott. Infantino aurait travaillé en coulisses, transmettant des messages entre Washington et Téhéran pour maintenir l'Iran dans la compétition. Le compromis trouvé était presque inédit. Ces matchs ont été déplacés à Tijuana, juste de l'autre côté de la frontière, au Mexique, avec une équipe arrivant la veille de chaque match et repartant aussitôt après, sans jamais poser le pied dans l'hôte, où elle était censée concourir. Lorsque l'Iran a été éliminé cette semaine, la secrétaire à l'Intérieur a dit lors de la presse qu'elle avait, selon ses mots, « dansé de joie à cette nouvelle ». Le commentaire est aussi maladroit qu'il en a l'air, puisque son propre ministère supervisait la sécurité de l'équipe dont elle célébrait la défaite. Tout le monde dans le football n'est pas resté silencieux. L'ancien président de la FIFA, Sepp Blatter, de toutes les personnes possibles, a appelé les fans à envisager de ne pas assister au match aux USA. Il a cité la politique étrangère de le gouvernement et son traitement des migrants et des manifestants dans des villes comme Minneapolis comme des raisons assez graves pour se demander si l'Amérique devait même accueillir la compétition. Un groupe d'eurodéputés est allé plus loin, évoquant l'idée que la FIFA devrait envisager de retirer aux USA leur rôle d'hôte en raison des effets possibles de ces politiques sur les touristes internationaux. Mais cet appel n'a jamais gagné assez de poids pour changer quoi que ce soit. Des ONG de défense des droits humains qui suivent le tournoi décrivent l'ensemble de la situation comme du sportswashing, estimant que le vernis des matchs sert à adoucir l'image de politiques qui attireraient bien plus de critiques si elles étaient examinées seules. Alors que reste-t-il de l'expérience concrète sur le terrain, celle qui apparaît chaque jour dans les vidéos de touristes? Elle ressemble souvent à la version du début. Rue sûre, inconnus bienveillants, enfants à vélo sans surveillance, policiers qui s'arrêtent pour des selfies plutôt que pour des confrontations, et une culture de l'accueil qui continue de surprendre les touristes dans le bon sens. Plage de Miami pleine de joggeurs et de matchs de volley. Matin de San Diego rempli de cyclistes. Stadies de football universitaire accueillant plus de 70 000 fans, plus grands que des stades nationaux entiers en Europe, tout en gardant l'allure d'un événement de quartier, avec des barbecues sur les parkings plusieurs heures avant le coup d'envoi. Les parcs nationaux paraissent si impeccables que des touristes plaisantent en disant qu'ils doivent être générés par ordinateur. Rien de cela n'a changé parce que la température politique autour du tournoi a monté. Ce qui a changé, c'est le décor dans lequel tout cela se déroule. Ce n'est pas le mondial relativement calme et apolitique que certains fans attendaient lorsque les USA, le Mexique et le Canada ont remporté la candidature commune il y a des années. Que la FIFA l'ait voulu ou non, le tournoi est devenu une scène où les questions de migration, de pouvoir exécutif et de relations entre une institution sportive mondiale et un président en exercice se jouent en temps réel, match après match, ville après ville. Ce contraste est au fond toute l'histoire du moment. Deux choses sont vraies en même temps. Les touristes continuent de publier des vidéos d'une gentillesse incroyable, d'une nourriture remarquable et d'un niveau de sécurité qui pulvérise tout ce que les médias d'Europe leur avaient fait attendre. Et en même temps, avocats spécialisés en immigration, sénateurs, ONG de droits humains et même un ancien président de la FIFA avertissent que le tournoi reste sous un nuage d'incertitudes liées au contrôle, sans rapport avec le sport lui-même. Peut-être que cette tension est la vraie leçon cachée sous tous ces clips viraux. L'Amérique qui apparaît dans la story Instagram d'un inconnu, chaleureuse, généreuse et infiniment accueillante, est réelle. L'Amérique des auditions du Sénat et des rapports sur les droits humains l'est aussi, celle où la peur d'un coup frappé à la porte détermine si quelqu'un réserve seulement son voyage. Les deux versions existent dans les mêmes 11 villes hautes, parfois dans le même quartier. La question intéressante n'est pas de savoir laquelle est fausse,
Elle est de savoir laquelle aura le plus de temps d'antenne une fois la finale terminée et les caméras parties vers le prochain titre. Il reste aussi une piste financière à suivre, car les Coupes du Monde n'ont jamais concerné seulement les 90 minutes sur le terrain. Des économistes qui mesurent l'impact du tournoi sur les villes signalent des réservations d'hôtels, une fréquentation des restaurants et des ventes de produits dérivées au-dessus des prévisions dans des villes comme Miami, Atlanta et Los Angeles, alors même que le bruit politique autour de l'ICE et des interdictions de voyage domine les titres. Des commerçants de plusieurs villes hautes ont confié à des journalistes que l'affluence pendant les week-ends de match était la plus forte qu'ils aient vue depuis des années, un détail qui apparaît rarement dans les mêmes articles que les craintes liées au contrôle. Cela crée un étrange écran partagé, des caisses qui sonnent sans arrêt dans les centres-villes hautes, pendant que des avocats en immigration répondent aux appels anxieux de fans vérifiant leurs papiers de visa avant même d'embarquer. Le Congrès n'est pas resté sur la touche non plus. Au-delà de l'audition au Sénat, où des responsables ont pressé les responsables sur les retards de traitement des visas, plusieurs membres de la Chambre des représentants ont demandé un briefing complet sur le rôle exact de l'ICE et du Service américain des douanes et de la protection des frontières à l'intérieur et autour des périmètres des stades. Une partie de cette pression vient de représentants dont les circonscriptions incluent des villes hautes, inquiets qu'une intervention brutale près d'une porte de stade devienne un cauchemar d'images diffusées à une audience mondiale de plusieurs milliards de téléspectateurs. Les responsables de l'intérieur répètent que les polices locales, et non les agents fédéraux de l'immigration, assurent l'immense majorité de la sécurité des stades. Mais ce message a mis du temps à percer après des mois de signaux contradictoires. Pendant ce temps, la crédibilité de FIFA a été attaquée de plusieurs côtés. Au-delà de la polémique sur les billets offerts par Infantino à Trump, des journalistes suivant la fédération ont relevé une tendance. L'organisation évite toute critique directe d'une politique liée à le gouvernement américain, alors qu'elle a été plus prompte par le passé à commenter des controverses politiques concernant d'autres pays hôtes. Des observateurs de longue date y voient en un nombre un changement dans la manière dont la FIFA gère ses relations avec de puissants gouvernements d'accueil, en privilégiant une image lisse plutôt que l'indépendance de contrôle qu'elle prétendait défendre. Cette perception n'a pas été aidée par les apparitions d'Infantino à plusieurs événements de le gouvernement Trump, avec des vêtements marqués par la campagne, un choix qui continue de susciter les critiques de fédérations et de groupes de fans dans des pays moins favorables au gouvernement américain actuel. Sur le terrain, l'incident de l'arbitre somalien est devenu un symbole pour les associations de défense des immigrés, qui y voient prox la preuve que même les officiels accrédités du mondial n'échappent pas de l'incertitude qui traverse le système. Des fédérations de football de plusieurs pays auraient commencé à conseiller à leur personnel et fans de voyager avec des documents supplémentaires et de prévoir plus de temps dans les aéroports, une précaution qui aurait semblé impensable pour un pays hôte du mondial il y a seulement un cycle de tournoi. Certaines agences spécialisées dans le tourisme footballistique ont ajouté à leurs consignes clients des sections entières sur la conduite à tenir en cas de contrôle par des agents de l'immigration, des conseils autrefois réservés à des destinations bien plus restrictives. Pourtant, rien de cela n'a empêché les chiffres de fréquentation de dépasser même les projections initiales de la FIFA. Les responsables évoquent déjà souvent plus de 3,5 millions de touristes internationaux entrés dans le pays pour des voyages liés au tournoi, avec d'autres arrivées attendues avant le coup de sifflet final de la mi-juillet. Ce volume suffit à maintenir les hôtels presque pleins dans la majorité des villes hautes et à pousser les transports locaux à élargir leurs horaires pour absorber les foules les jours de match. À presque tous les égards, c'est l'une des Coupes du Monde les plus fréquentées de l'histoire, malgré un nuage politique qui aurait rendu beaucoup d'organisateurs assez nerveux, à d'autres époques, pour revoir leurs ambitions à la baisse. Ce qui se passera après la remise du trophée reste ouvert. Les avocats spécialisés en immigration qui suivent la situation disent s'attendre à ce que les choix de le gouvernement durant le tournoi continuent d'être examinés bien après la cérémonie de clôture, surtout si une affaire très visible de détention ou d'expulsion liée à un supporter ou à un officiel invité apparaît une fois l'attention médiatique déplacée.
Des ONG de défense des droits humains indiquent m'en prévoir un rapport complet après le tournoi pour évaluer si les promesses de contrôle limité ont été tenues, un document qui pourrait influencer la manière dont de futurs hôtes et de futures administrations américaines géreront l'équilibre entre sécurité et accueil. Pour l'heure, les matchs se jouent, les stades se remplissent et des millions de touristes publient encore des vidéos d'un pays bien plus chaleureux que celui décrit dans les titres qui accompagnent leurs photos de vacances. Réserveriez-vous quand même ce voyage en avec ces deux faces en tête, ou le bruit politique changerait-il votre manière de vivre le même inconnu bienveillant, les mêmes chips et salsa gratuites, le stade rugissant sous les projecteurs? Voilà le vrai débat que ce mondial a forcé au grand jour, que ceux qui la dirigent aient voulu cette conversation ou non.